Annabelle Hospital, ingénieure R&D au centre d'essai au feu du CERIB. Merci de venir nous rejoindre et je crois que tu vas avoir beaucoup de questions. Donc tu t'installes, il y a la télécommande qui est ici, la flèche verte, le pointeur, le feu d'artifice et je crois qu'il y a un petit regard qui va se faire avec la régie pour stopper et avancer ta vidéo, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Tout est organisé, tout est sous contrôle. Donc la thématique est à des connaissances scientifiques sur la combustion paille et biosourcée. C'est ça. Allez, et c'est à toi. Donc, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci d'avoir invité donc, le Centre d'essai au feu du CERIB pour cette présentation. Donc, avant, je vais vous faire quelques mots sur ce laboratoire que peut-être vous ne connaissez pas tous. Donc, le Centre d'essai au feu est un laboratoire de résistance au feu agréé par le ministère de l'Intérieur. Donc, on va avoir plusieurs activités. Donc, on les distingue entre quatre pôles. On va avoir des essais feu qui sont des essais selon des référentiels normatifs. Donc, c'est tout produit de la construction. Après, on a une équipe qui est plutôt sur l'ingénierie de la sécurité incendie. Donc là, on va réaliser des simulations numériques sur du développement du feu ou aussi de l'analyse de structures sous incendie. On a une équipe R&D, dont je fais partie, où là, on va travailler plutôt sur des projets, on va accompagner des entreprises, des acteurs de la construction sur le développement de leurs produits. Et enfin, des essais spéciaux in situ. Donc là, on va parler de désenfumage dans les tunnels, par exemple, ou d'essais qui sont un petit peu spéciaux, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les référentiels normatifs, comme des essais feux naturels très grande échelle, pour étudier des choses qu'on n'étudie pas d'habitude. Donc, ma présentation va être divisée en deux parties. Je vais faire une première partie sur l'état de l'art dans le domaine du comportement au feu des ouvrages en matériaux combustibles. Donc là, ça va répondre à certaines questions que vous avez déjà posées. Et après, je ferai un focus sur la paille. Donc c'est plutôt sur l'état des lieux, où est-ce qu'on en est au niveau... où est-ce qu'on en est sur les essais qui ont déjà été réalisés au niveau des systèmes constructifs paille. Donc je vais revenir sur deux notions clés, dont a déjà parlé Émeric, la réaction au feu et la résistance au feu. Pour vous parler de ces deux notions, on va regarder finalement une courbe de développement d'un incendie dans un compartiment. Un incendie dans un compartiment, il a plusieurs phases qui sont représentées ici, schématiquement. On va avoir une première phase de démarrage, on va avoir une combustion, le déclenchement, on va avoir des flammes, on va avoir une augmentation en température. Ces deux phases, là, on est dans le domaine de la réaction au feu. Donc on regarde les notions de combustibilité et de production de fumée des produits qui amènent naissance et développement du feu. Ça, Émeric l'a déjà expliqué. Et ensuite, on a un embrasement généralisé. Quand on a une température suffisante et suffisamment de gaz de pyrolyse, on va avoir un embrasement généralisé qu'on appelle un flashover. Et là, on est dans le domaine de la résistance au feu. Donc on va regarder si nos produits de construction résistent à ce feu pleinement développé. Et si notre compartiment est isolé et étanche vis-à-vis de ce feu. Donc les critères REI. Donc je vais aller un petit peu plus en détail sur ces essais de résistance au feu. Donc là, on a à nouveau le REI. Je pense que vous avez compris. Ce qu'on voit ici en photo, c'est un four. En fait, c'est cet outil qu'on utilise pour réaliser les essais, les tests sur les éléments des bâtiments. Donc, c'est un très grand four. Donc là, il fait 4 mètres par 3 pour les murs. Là, il est en configuration plancher, donc on est plutôt 6 mètres par 4. On voit qu'il y a deux brûleurs qui sont allumés. Donc le principe, c'est d'amener le plancher sur le four, d'étanchéifier, et on allume le four, donc on allume le gaz. Et on allume le gaz pour suivre une courbe qui est normalisée, la courbe ISO 834 dans le cas des bâtiments. Donc c'est une courbe qui simule un incendie dans un compartiment. Donc en 5 minutes, on arrive à peu près à 600 degrés, donc c'est très rapide. À 30 minutes, on est à un peu plus de 800. Mais on a aussi d'autres courbes qu'on peut utiliser pour caractériser d'autres produits de la construction, notamment donc, les voussoirs pour les tunnels. On va utiliser la courbe HCM, donc pour hydrocarbures majorés. Donc là, c'est une courbe où on voit qu'on va beaucoup plus vite, beaucoup plus fort en température, parce que là, c'est des hydrocarbures, donc on a une charge combustible beaucoup plus importante. Donc on va regarder ce qui se passe entre un matériau... On va regarder ce qui se passe pour la résistance au feu, donc d'essais conventionnels, donc avec des fours,
pour un matériau combustible et un matériau incombustible. Donc, on va d'abord parler du matériau combustible. On a notre plancher, on pose sur notre four, on allume le gaz pour suivre notre courbe. Et on augmente le gaz en fonction... Voilà, on va atteindre notre température, donc il faut qu'on consomme suffisamment de gaz pour atteindre la température de la courbe ISO. Quand on a un élément combustible, donc comme à votre droite, on va allumer le four, comme pour l'élément incombustible, mais ce qui se passe avec l'élément combustible, c'est qu'une fois qu'il atteint une certaine température, il va se dégrader et il va libérer des gaz de pyrolyse. Et c'est ces gaz de pyrolyse qui s'enflamment. Et donc, on va finalement réduire le gaz. Donc, c'est ce qui est présenté dans les courbes ici, donc où on a la consommation en gaz en fonction du temps. Donc, en bleu, vous avez pour un plancher donc, incombustible, une certaine consommation en gaz. Et en rouge et en orange, on voit la consommation en gaz pour un plancher combustible. Donc, on voit qu'on est largement en dessous. On est 2 fois moins, on consomme 2 fois moins de gaz. Donc, cette réflexion a amené à un projet de recherche qui s'appelle Épernon Fire Test Programme, qui est un consortium de plusieurs entités internationales, notamment des universités. Donc, vous avez peut-être pu voir en bas de certaines diapos, il y a le nom du professeur Luc Bisbee, donc, qui a en fait fait ces diapos, donc, qui sont en anglais, c'est pour ça, donc, qui vient de l'Université d'Édimbourg. Et ce projet ont été réalisés des essais conventionnels, donc c'est les essais que je vous ai présentés juste avant, donc des planchers dans les fours. Donc c'est ce que vous voyez sur la première photo. En haut, on voit le plancher, on voit le dessus du four. Donc le plancher, il est chargé, puisque c'est un essai en REI, donc on teste la capacité portante de notre plancher. Donc ici, ce ne sont pas des vérins, ce sont des charges mortes. Et on voit l'intérieur du four juste en dessous, donc avec les brûleurs. On a atteint un REI avec les planchers incombustibles et combustibles. Ils ont été dimensionnés pour ça et on a vérifié avec des essais qu'ils étaient bien REI. Ça a été vérifié. On a pris ces mêmes planchers, combustibles et incombustibles, et on les a testés en essai feu naturel. Alors un essai feu naturel, on fait ça à l'extérieur, dans une chambre. Donc on a créé une chambre qui est le même volume que le four où on a testé les éléments pour qu'on puisse comparer. Comme on est en extérieur, on va avoir un apport d'oxygène naturel. Donc là, on va avoir de l'oxygène tout autour, illimité, on est en extérieur. Dans le four, il est limité l'apport d'oxygène. Il va être consumé, en fait, lors de la combustion, puisqu'on est totalement étanche, puisqu'on vérifie l'étanchéité aussi de nos ouvrages, de nos produits de construction. Donc en essai feu naturel, on va avoir notre compartiment, on va avoir exactement la même charge calorifique, la même énergie dégagée pour qu'on soit combustible ou incombustible, puisqu'on va utiliser le même bûcher bois. Donc c'est un bûcher bois qu'on met dans la chambre et qu'on va allumer. Donc, vous pouvez le voir dans la photo tout en bas, où on voit donc les bûchers bois. Donc ces essais, ils ont été réalisés selon 3 ouvertures différentes, selon 3 conditions de ventilation différentes. C'est pour ça qu'ici, vous avez 3 courbes différentes. Donc ce qu'on regarde, c'est la température à l'intérieur du compartiment en fonction du temps. Donc à chaque fois, il y a eu donc ici, il y a 6 essais. Il y a 3 essais pour chaque type de plancher, combustible ou incombustible. Et on a 3 ventilations différentes. Donc si on regarde les premières courbes, donc où on est en ventilation importante, on a notre plancher incombustible, la température au niveau du plancher incombustible, qui est plus basse que la température qui est mesurée au niveau du plancher combustible. Par contre, on a la même durée de feu. Donc là, on peut observer qu'on est plus chaud, mais on dure la même durée, et on a une phase de refroidissement qui est quasi identique. Si on regarde la courbe suivante, donc là, orange, rouge, ici, on est plutôt dans une ventilation moyenne, et on a des courbes qui sont assez proches sur le départ du feu, même si la courbe pour l'élément combustible est un petit peu plus élevée. Et on a une phase de refroidissement, par contre, qui dure plus longtemps et qui est plus chaude pour l'élément combustible. Et là, si on va tout à droite, sur les courbes plutôt vertes, on est peu ventilé, là c'est juste une porte, et on a un feu qui démarre aussi à peu près pareil, mais qui dure vraiment beaucoup plus longtemps et qui est plus chaud dans le cas de l'élément combustible.
Et si les datas s'arrêtent, donc si les données s'arrêtent pour cet élément, c'est qu'il y a eu ruine de l'élément. On n'a pas tenu 120 minutes en feu naturel pour cet élément, pour ce plancher. Puisque j'ai oublié de le dire, mais pour les essais feu naturels, comme pour les essais feu conventionnels, on a chargé les éléments. Il y avait aussi des masses mortes sur les planchers. On a appris donc d'autres choses. Oui, je reviens un petit peu en arrière. Donc, sur la conclusion des observations, on voit que quand on a un élément en matériau combustible, on a un feu qui démarre plus vite, qui est plus chaud et qui dure plus longtemps. Donc ça, c'est les observations de ces essais. Si on regarde le rayonnement, donc si on regarde finalement l'énergie dégagée par ces essais-là, donc on a à nouveau les 6 mêmes essais. Et ici, on a regardé la puissance qu'on dégageait, donc le rayonnement qu'on pouvait mesurer à l'extérieur. Pour tous les essais, c'est flagrant, on voit que quand on a un matériau combustible, donc, qui est exposé, hein, il n'y avait pas de protection, quand on a un matériau combustible, on a beaucoup plus de rayonnement. Donc ça rejoint les observations de Fabien, où on a des risques de propagation supplémentaires, puisqu'on brûle plus de masse, on brûle plus de masse combustible, donc on a plus d'énergie dégagée. Donc ça, c'était pour la différence, enfin une comparaison entre un matériau donc surfacique, là un plancher, un combustible et combustible. Maintenant, je vais vous parler aussi d'un élément linéique, cette fois, donc un poteau en matériau combustible, soit un poteau en lamellé-collé. Donc c'est aussi issu d'un projet. Cet essai est aussi issu d'un projet de recherche, donc international. Pour les 2 projets de recherche, il y a le site internet qui est indiqué, donc si jamais vous voulez avoir plus d'informations, parce que toutes les données sont en libre service. Donc vous pouvez totalement aller regarder les données, les rapports, les analyses. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc ici, on est dans la même chambre à feu. Bon, on a dû la refaire parce que l'ancienne avait un peu souffert. Donc on est dans une chambre à feu. On a un poteau qui est au milieu de cette chambre à feu, un poteau qui est chargé. Je pense que vous le voyez, mais... tout autour de ce poteau, donc qui est de section 40 par 40 cm, tout autour de ce poteau, on a notre bûcher bois. Donc, comme pour les essais précédents, c'est un bûcher en bois, qui a une charge calorifique de 780 donc, de mégajoules par mètre carré, donc une charge calorifique moyenne. Et on a des ouvertures, ici 3 fenêtres, qui est statistiquement représentatif de ce qu'on peut avoir en habitation. Ces poteaux, les 2 images que vous voyez après du poteau, de l'intérieur du poteau, ce sont des thermocouples, ce que vous voyez. En fait, les poteaux ont été instrumentés pour pouvoir suivre la température à l'intérieur de la section du poteau durant l'incendie, mais aussi durant la phase de refroidissement. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter après, avec une vidéo où on s'est un petit peu entraîné avec la régie. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Supi, c'est à toi. Donc, ça va aller assez vite. Donc, soyez attentifs. Donc, pour l'instant, on ne commence pas la vidéo. Je vais d'abord expliquer ce qu'on va voir. Donc, on va avoir d'abord, tout à droite, une vidéo de l'essai. Donc, on va voir le début de l'incendie, on va voir des flammes, on va voir le poteau qui va s'enflammer. Alors, ça va aller très, très vite. Après, on va voir toute la vie, le développement de l'incendie, comme j'ai pu vous le présenter au tout début sur la courbe de développement d'un incendie. Au milieu, ce que vous allez voir, ça va être la température dans le compartiment, donc autour du poteau, qui a été mesurée avec des pyromètres à plaques, en fonction du temps. Donc c'est pareil, en fait, vous allez vraiment voir la courbe que je vous ai montrée au début. Je n'ai pas dit totalement des bêtises. On retrouve bien la même courbe. Et après, vous allez voir la température dans la section du poteau. Ce sera le dernier graphique. Donc on peut y aller. Hop, on arrête. Alors, ça allait vite. Je vous avais dit, bon, c'est en accéléré. On ne peut pas passer plus de 10 heures. L'essai a duré plus de 24 heures, donc on ne va pas se mettre en vitesse réelle. Donc ici, ce qu'on a observé, c'est le début de l'incendie, qui a été très rapide. En 6 minutes, on atteint à peu près 800 degrés. Et donc ça, c'est la courbe que vous pouvez voir au milieu. Vous avez vu donc les flammes sur la vidéo. Et tout à droite, on voit qu'on a les températures dans la section du poteau qui commencent à augmenter.
On est même déjà passé au-dessus des 300 degrés, c'est-à-dire au-dessus de la pyrolyse du bois, c'est-à-dire qu'on a déjà en fait une couche carbonée à cet endroit-là. Donc on peut continuer. Donc ici, on a le plateau, un plateau qui dure à peu près 1 heure pour cet essai, plateau de température, et on peut toujours observer le front. Donc là, on arrête. Parfait. Donc on peut toujours observer en fait le front de température qui avance dans la section du poteau durant l'essai. Et là, on est rentré en phase de décroissance, en phase de refroidissement du compartiment. Donc on voit que dans la vidéo, il n'y a plus de flamme. Donc on a consumé en fait tout notre bûcher bois. On voit aussi qu'il y a auto-extinction du poteau bois. Il n'y a plus de flamme sur le poteau. Mais on voit qu'il y a toujours un front de chaleur qui avance dans la section du poteau. Et on est même au-dessus de la température actuelle du compartiment. Donc on peut continuer la vidéo jusqu'à la fin, où on va observer en fait, ce front qui continue d'avancer dans la section du poteau, alors que là, on atteint des températures dans le compartiment qui sont de 40 degrés. Là, on va arriver à 20 degrés, et on voit qu'on a toujours cette température-là, maintenant qui diminue à la fin de l'essai. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Donc, si on fait un zoom... Non. Parfait. Donc, si on fait un zoom maintenant sur les températures à l'intérieur de la section, donc c'est ce qui est représenté par le graphique, ce sont les températures en fonction du temps dans la section du poteau, donc entre 7 cm et les 20 cm. Donc, vraiment, les 20 cm, c'est au cœur du poteau. Ce qu'on observe sur cette courbe, c'est qu'à 10 heures d'essai, donc soit 9 heures après la phase de décroissance, enfin le début de la phase de décroissance, on observe un pic. C'est là où on a eu un pic de température en cœur du poteau. On est à peu près, on est encore en dessous des 100 degrés, mais on n'est pas loin. Ces mesures, ces températures, on peut les mettre en parallèle avec ce que nous enseigne l'Eurocode, ce que nous montre l'Eurocode. Dans la courbe donc, qui était à droite, ce sont les propriétés mécaniques du bois en fonction de la température. Comment est-ce qu'on lit cette courbe? C'est qu'à 100 degrés, si on regarde la compression, à 100 degrés, on est à 25% de la résistance à la compression initiale. Donc, c'est-à-dire que si on retourne sur les températures de notre poteau, après l'incendie, après extinction donc, de notre foyer, après auto-extinction du poteau, on a une température qui augmente dans la section. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours une perte en fait, de résistance de notre poteau bois, même si l'incendie est terminé. Donc ça a été un des résultats de cette étude, de ce projet de recherche. Il y en a beaucoup d'autres, donc je vous invite à aller sur le site internet. Moi, je pourrais passer beaucoup de temps à en discuter, mais bon, je pense qu'il faut que j'avance un petit peu. Donc j'ai passé sur la deuxième partie. Là, on va vraiment parler de la paille. Là, je vous ai parlé plutôt structure, vraiment résistance structurelle d'éléments combustibles. Là, on va faire plutôt un focus sur la paille qui est majoritairement utilisée comme isolant, même si on peut l'utiliser pour la paille porteuse. Je suis d'accord. Idéalement 10 minutes. Parfait. On va accélérer alors. Donc, je vais d'abord vous parler de propriétés thermophysiques, de 2 propriétés thermophysiques de la paille. Donc, le pouvoir calorifique supérieur, le PCS. Donc là, ça va être la quantité maximale d'énergie qu'on a dégagée lors de la combustion d'1 kg de notre combustible. Il y a une norme pour pouvoir mesurer cette propriété. Bon, ça ne vous parle pas plus que ça, j'imagine, si je vous dis que c'est 15,6 mégajoules par kilo. Bon. Donc, j'ai fait un petit exercice. J'ai repris ma chambre feu de l'essai juste d'avant, avec le poteau. Et je me dis, bon, je vais faire le même essai, mais cette fois, je vais isoler par l'intérieur, en paille, ma façade. Alors, forcément, on sent à nu. Voilà, je ne mets que de la paille. Donc, j'ai pris une botte de 30 cm d'épaisseur. J'ai pris 13 mètres carrés de façade. Ça représente 13 mètres carrés de façade, sans les ouvertures. Et en fait, j'obtiens 7300 mégajoules. Bon, ça ne vous parle pas plus. Donc, j'ai comparé ça avec finalement la charge calorifique que représentent les bûchers bois. Donc, l'incendie que vous avez vu, ça représente la paille. Donc, ces 13 mètres carrés de façade représentent 40% du foyer principal. Donc, c'est-à-dire du foyer de mon ensemble de bois. Donc, qui est très important. Donc, le feu que vous avez vu, ça représente 40% de ce feu-là. Donc, cette masse combustible mobilisable, on le sait que la paille est combustible, on ne veut pas la mobiliser. Pour ne pas la mobiliser, on souhaite la protéger. Et pour la protéger, on doit évaluer des écrans de protection.
Et bien, pour avoir ces écrans de protection, il faut qu'on ait un critère de dégradation de la paille. Donc, c'est ce que je vais vous donner comme deuxième propriété thermophysique, la température de dégradation. Alors, il y en a plusieurs. Selon la littérature, on a déjà trouvé des valeurs de 200 degrés. Donc, ça a été retenu pour certaines interprétations d'essais. Mais aussi, on peut réaliser des analyses un peu différentes de thermogravimétrie, où on obtient une température de début de dégradation quand on regarde le premier gaz de pyrolyse qui est dégagé. Donc, on chauffe la paille et on regarde à quel moment elle se décompose suffisamment pour avoir des gaz de pyrolyse. Donc là, elle est à 240 degrés. Mais on a aussi un critère qui est donné par le guide d'emploi des isolants combustibles dans les ERP, qui est le critère écran thermique, et qui est de la température à 5% de perte de masse après perte en eau. Bon, et quand on regarde sur ces analyses donc thermogravimétriques, on obtient 265 degrés. Donc, qu'il y ait plusieurs valeurs, c'est à discuter, mais les 200 degrés restent valables, ils restent sécuritaires. Donc ce n'est pas un problème de dire que c'est 200 degrés. Donc maintenant, je vais revenir sur la réaction au feu. Je vais revenir un petit peu sur cette notion, même si vous l'avez déjà vue. Il y a peut-être des personnes qui ne connaissaient pas du tout. Je pense que c'est pas mal de revenir dessus. Donc ici, on va caractériser 4 propriétés d'un matériau qui contribuent au développement d'un incendie et à l'atteinte du phénomène d'embrasement généralisé, donc le flash-over. On va voir la combustibilité, l'inflammabilité, le dégagement de gaz et de fumée et la production de débris, donc particules ou gouttelettes enflammées. Donc, Émeric a déjà présenté le classement, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, on a des lettres, on a plein de lettres différentes, et on a notre classement. Bon. Pour la paille, comme l'a déjà dit Émeric, la botte de paille, on est E, c'est-à-dire qu'on a une contribution importante au feu. Donc cet essai, il est réalisé via un essai qui est normé, qui s'appelle la petite flamme. Donc vous pouvez voir un exemple ici. Donc c'est vraiment une petite sollicitation. On n'est pas ici sur un feu pleinement développé comme pour la résistance. On est vraiment sur de la petite sollicitation, sur des petits échantillons. Et selon les critères, on obtient le classement E. C'est la propriété intrinsèque de la paille. On ne changera pas ce classement. Ensuite, si on met un enduit devant cette paille, donc là, on va caractériser le système. On ne va pas caractériser seulement l'enduit, on va caractériser l'enduit sur la paille. Donc là, on va réaliser aussi le même essai, une attaque par une petite flamme, et aussi le SBI, donc que vous voyez juste à droite, où c'est un feu, en fait, en coin, un feu moyenne échelle, on est plutôt sur le 1 mètre, 1 mètre 20. Et donc ces deux essais permettent, selon certains critères de la norme de classement, de classer le mur en botte de paille avec enduit BS1D0. Donc une contribution faible au feu, donc un meilleur classement. Donc l'ensemble de ces résultats, ils sont en libre accès sur le site du RFCP si vous voulez plus d'informations, notamment sur le type de paille, sur le type d'enduit, les différentes formulations, etc. Je vais revenir sur la résistance au feu. Après la réaction, la résistance. Donc là, on est dans un feu pleinement développé. Donc là, on va refaire un essai four. Et donc, il y a eu des essais qui ont été réalisés sur différents systèmes constructifs paille. Et là, c'est un essai qui a été réalisé sur de la paille porteuse. Donc, il a été réalisé en 2019 avec un enduit extérieur, un enduit intérieur. Et l'essai est réalisé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que la face qui voit le feu, qui voit l'action thermique, c'est la face intérieure. Donc c'est la face finalement qu'on voit sur la photo du milieu, donc à 120 minutes, parce que ce qui était visé, donc c'était un REI 120 minutes, donc on arrête l'essai à 120 minutes, on regarde les critères, et si on passe ou pas ces critères, on est REI 120. Là, on était REI 120. Donc on a cette photo de l'intérieur du four à 120 minutes, on voit que l'enduit est totalement tombé, on a une inflammation de la paille, mais on a quand même respecté les critères en fait, de classement. Et on a la face non exposée aussi, à 120 minutes, où il ne s'est pas vraiment passé grand-chose, on a eu quelques fissures, mais on a totalement respecté les critères de la norme de classement. Donc cet essai a été validé. Pour l'autre mode de construction, mode constructif de la paille, c'est-à-dire de l'ossature bois avec remplissage paille, et donc dans ce cas ici enduite, il y a eu aussi des essais sur un mur porteur et sur une cloison. Donc là, on était avec un enduit intérieur, et à l'extérieur, donc c'était un pare-pluie. Et l'essai a été réalisé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'était l'enduit qui voyait le feu. Ici, on a eu des classements similaires, donc un REI 120 pour le mur porteur et un EI 120 pour la cloison. Mais en amont de ces essais, il y a eu la réalisation d'essais d'orientation. Parce qu'on voulait
pour ces essais, la volonté de ces essais, c'était de valider une famille d'enduits. C'est de ne pas faire des essais de résistance de murs porteurs pour chaque enduit, mais de réaliser des essais en amont d'orientation sur plusieurs enduits, des petites maquettes qui sont instrumentées, donc avec des thermocouples à différentes profondeurs, donc, qui peuvent être à l'interface enduit-paille, mais aussi dans la profondeur de la paille. On a comparé les essais qui ont été réalisés sur ces 8 enduits différents. On a pris l'enduit qui était le plus défavorable, celui où la température était la plus élevée, et c'est celui-là qui a été testé en résistance au feu, donc sur la cloison et le mur porteur. Donc ça a permis en fait de valider tous les autres enduits. Donc ça permet en fait de valider une famille. Ces mesures, donc de température derrière l'enduit, donc entre l'enduit et la paille, ont aussi permis d'évaluer ces enduits-là comme écran thermique intérieur. Donc c'est la courbe que vous avez ici. Donc là, on a une température à l'interface enduit-paille. C'était sur les murs porteurs, mais il y a eu des thermocouples sur tous les corps d'épreuve. On a la température en fonction du temps, et il faut regarder la courbe rouge. La courbe rouge, c'est la température maximale qu'on peut avoir à l'interface enduit-paille. On regarde notre critère de 200 degrés, et ici, on arrive à 20 minutes. Bon, ça n'existe pas les écrans thermiques de 20 minutes, c'est soit 15, soit 30, donc ici, on peut dire qu'on est écran thermique 15 minutes, avec notre critère à 200 degrés. Donc, je vous ai parlé de la réaction feu, je vous ai parlé de la résistance au feu, et maintenant je vais vous parler de la propagation par les façades. Donc pour ça aussi, on a un essai, donc l'essai Lépierre. Donc il y a eu 2 essais Lépierre qui sont en libre consultation sur la paille. Le premier donc, a été réalisé en 2009 sur donc une façade ossature bois avec un bardage en bois massif. Donc un essai Lépierre, on teste la propagation en façade, donc entre les différents étages. Mais on teste aussi l'étanchéité entre le plancher et la façade. Donc on prend en compte le plancher qui est utilisé sur le chantier qui est testé, pour lequel l'essai est réalisé. C'est un essai en feu naturel, qui est en extérieur, où on a un bûcher bois qui est au rez-de-chaussée. Et ensuite, on a donc l'inflammation. L'essai dure 30 minutes. Et donc on voit la dernière photo. À 30 minutes, on a extinction du foyer. Et c'est là où on regarde si on a atteint ou pas nos critères, selon la norme, pour avoir un avis favorable ou non. Donc ici, on voit qu'il n'y a plus de bardage, mais il y a quand même eu un avis favorable du bâtiment selon certaines conditions que vous pouvez aller voir en détail dans le rapport. Sinon, je ne vais pas tenir. Donc on va regarder le deuxième essai. Donc là, on est aussi sur de l'ossature bois, une façade en ossature bois, mais cette fois-ci avec un enduit en extérieur. Ici, je vous ai mis quelques détails de construction, et vous pouvez voir qu'on a testé différents types d'embrasures, parce que le Lépierre nous permet en fait de tester différentes solutions, au moins 2 solutions, parce qu'on a 2 côtés. Voilà. Après, ici, on avait un plancher bois, donc un plancher solivage bois, avec une dalle béton. L'essai a duré aussi 30 minutes, et on a eu un avis favorable. Moi, ce qui m'intéresse sur cet essai, c'est de vous parler l'après. Qu'est-ce qui s'est passé après cet essai? Donc l'essai, il a duré 30 minutes, c'est la durée. On a un avis favorable, super. Et on a continué l'essai. Donc on a éteint toutes les flammes. C'était très dur à éteindre, on a beaucoup arrosé, on a éteint plusieurs fois, 1 heure après. On voit qu'à 1h30 encore après, il y avait des flammes. Donc on a encore éteint durant 4 bonnes heures, parce qu'on voyait encore des flammes. Une fois qu'on n'a plus vu de flammes, on s'est dit, c'est bon, c'est éteint. Donc on est parti. Et quand on est revenu le lendemain, la façade avait ruiné. Et quand on regarde les données, on voit que les températures en fait, ont augmenté dans la paille, dans la façade. Donc c'est ce qu'on a appelé le feu couvant. Donc on a déjà un petit peu parlé, Fabien. Donc le feu couvant, c'est un feu lent, sans flamme, qui est très difficile à détecter. Là, la solution, ça aurait été en fait, de dégarnir entièrement la façade. Comme le disait Fabien, il faut qu'on détruise finalement la façade pour pouvoir éteindre le feu, puisqu'on a vu le lendemain que la paille avait totalement noirci, donc on avait un feu couvant dans la paille et aussi dans le bois. Donc, une petite définition quand même du feu couvant pour qu'on soit tous d'accord, c'est la combustion d'un matériau sans flamme, avec ou sans émission visible de lumière. Ça veut dire qu'en fait, on inclut la combustion incandescente. Quand vous avez des braises, un barbecue, c'est du feu couvant. Donc le feu couvant, pour l'instant, on a peu de recul. On a encore beaucoup de travaux de recherche en cours, et c'est des travaux
internationaux. Là, je vous ai mis donc 2 exemples, un en Allemagne, un en France, mais il y en a partout dans le monde, sur les isolants biosourcés, mais aussi sur les éléments structurels comme le bois. Et il y a aussi des travaux de normalisation en cours, notamment avec la proposition d'une norme en essai de réaction. Et donc là, on est plutôt dans la phase de développement du feu. Donc, c'est assez limité en fait, comme application. Pour l'instant, cette norme n'est pas utilisée. Donc, ça conclut ma présentation. Donc, on voit qu'il y a de nombreux enjeux encore dans la sécurité incendie et la paille. Mais je pense qu'Anaïs vous présentera le projet POP 2030, enfin, les actions qui vont être menées dans le projet POP 2030, notamment vis-à-vis du feu. Vous avez déjà dû entendre un peu parler du projet POP 2030. Et je suis sûre que ce projet nous amènera des solutions et nous permettra donc d'avancer sur la massification de la paille. Merci beaucoup, Annabelle. Oui, on peut l'applaudir. Et c'était intéressant d'avoir la définition scientifique du feu couvent, qui corrobore tout à fait ce que nous a dit Fabien. Tout est raccord, nous sommes rassurés. Est-ce que vous avez des questions? Avant tout, moi j'en ai une. C'est pour le premier test, tu sais, plancher. Est-ce que c'était un plancher en bois massif? Oui, alors non, c'était un plancher en CLT. D'accord. Oui, bois massif. Ok. CLT. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oula, il y en a. Merci de vous présenter avant de poser votre question et d'être très efficace dans la question. Oui, bonjour, Ou la remarque. Samuel Pedro de Bâti-Nature. J'avais une question sur le coût d'un essai le pire. Est-ce qu'il y a un coût moyen? Est-ce que ça dépend du projet? Est-ce que, voilà. Alors, bon, ma chef me dit que j'ai le droit de dire environ. Donc, je peux vous dire environ 40 000. C'était peut-être pas ça. C'était peut-être pas ça, je suis pas sûre. Non, c'est vrai que je ne travaille pas forcément sur ces Mais est-ce qu'on peut amener un micro? Mais peut-être que Fabienne peut donner plus de... mais s'il venait monter ou levez-vous, enfin voilà. Non, mais merci de vous présenter. Oui, pardon, on m'entend? Oui. Je suis Fabienne Robert, donc je travaille aussi au Centre d'essai au feu, directrice adjointe. C'est compliqué de donner un coût comme ça, parce qu'en fait, après, il y a les montages, il y a les appréciations de laboratoire qui vont avec, donc je dirais entre 30 et 50, voilà, on va donner, je ne sais pas si cet ordre de grandeur vous convient. C'est bien. C'était bon, Annabelle. Merci beaucoup, Fabienne. Ah, Olivier Gaujard. Oui, Olivier Gaujard, on a vu l'essai au feu qu'on a fait il y a 15 ans, l'essai le pire. Donc, je peux témoigner de ce que ça nous a coûté à l'époque. Tout compris, à la fin, c'était aux alentours de 60 000 €. L'essai lui-même au labo, comme vient de le dire Fabienne, c'est 30 et quelques mille. Il faut amener la maquette, il faut ensuite la récupérer. Il faut préparer en amont l'essai, parce qu'on essaye de faire un essai qui soit avec un résultat positif, vu l'investissement qu'on y met. Donc ça se prépare largement avant. Et tout ça, ça amène quand même à un budget nettement supérieur à 50 000, mais ça vaut vraiment le coup. Merci Olivier. Nathalie Sanson, rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes pour plein de questions. On en a parlé hier, l'essai au feu qui est en open source sur le RFCP, c'était pour le projet d'Emmanuel Mazon à Saint-Médard. Groupe maîtrise d'ouvrage privé, nous on a payé, le coût ça a été 70 000 € l'essai le pire. Et ça date de 2018 je crois. Et la maîtrise d'ouvrage a payé et a accepté, nous a mis gratuitement le rapport, nous a donné le rapport pour qu'on puisse le mettre en open source sur le site du RFCP justement. Merci pour ces précisions. Nouvelle question. Sait-on si le feu couvent provient du bois, de la paille ou des deux? Eh ben, des deux, je dirais. Ça va ok, dépendre en fait finalement du feu qu'on va avoir, comment est-ce qu'il va se déclencher, quelle typologie de bâtiment on va avoir, si on va avoir des protections, si on va pas en avoir, où est-ce qu'elles vont être. Donc on peut vraiment avoir du feu couvent qui démarre dans la paille ou qui démarre dans le bois et qui va se propager, paille, bois, enfin c'est tout matériau combustible en fait. Une précision d'Aymeric. Non, une question. Est-ce que, par rapport au feu couvent, le fait d'être en enduit sur paille et donc de ne pas avoir de vide d'air, d'interface, etc., en termes de détection de feu couvent, et donc de facilité de repérage et d'extinction ciblée, ce serait quand même plus facilité en ayant un enduit directement sur paille plutôt qu'avoir des panneaux, des vides, des panneaux. Voilà.
Alors, je ne vais pas m'avancer sur la Ça peut être question. une parce- réponse de pompier aussi. Je ne vais pas vraiment m'avancer sur la réponse parce que ça fait partie en fait finalement du projet POP 2030 de regarder ces questions-là. Justement, on a un beau projet qui commence, enfin, qui a déjà un peu commencé. Il faut féliciter le RFCP pour avoir mené à bien les négociations pour ce projet avec l'ADEME. Ça a été très dur. Et donc voilà, il y a tout un programme dont Anaïs donnera plus en détail et qui inclut justement une étude sur le feu couvent. Donc là, on aura des réponses, j'en suis sûre. Fabien, j'ai entendu réponse de pompier, t'as le micro. Oui, c'est extrêmement délicat. De toute façon, on va être obligé de passer malheureusement par une phase destructive, mais là, on est à l'échelle d'une pièce, d'un élément. Mais si le feu a pris dans plusieurs pièces, ou enfin dans des volumes assez grands, comprenez bien que c'est vraiment... J'allais un truc, mais je vais le garder pour moi, parce que sinon ça va encore ressortir, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Imaginez que, on ne peut pas courir après comme ça, on ne sait pas, ça peut être un petit point chaud par-ci, par-là. Et je rappelle que nos caméras thermiques ne font que de la lecture de surface. Alors certes, avec de l'enduit, mais sur des surfaces très grandes, ça va être vraiment compliqué. Ouais. J'ai une question justement par rapport aux enduits. Pour l'écran thermique de 15 mm, peux-tu préciser quel enduit était le plus défavorable, le plus favorable et quelle était leur épaisseur? Alors là, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je ne Il faut connais aller pas les consulter rapports. l'étude. Hein. Voilà, je ne connais on pas est le bien rapport d'accord. d'essai par cœur. Je vous invite à aller sur le site du RFCP. Tous ces rapports sont en libre accès. Et une dernière question ou remarque très rapide. Ah, merci. Vas-y. Michael Michael. Verger, artisan et formateur en construction paille. On parle d'extinction des incendies systématiquement avec de l'eau, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'extinction qui pourraient être employés? Alors là, pareil, je sors de mon domaine d'expertise. Je pense Fabien, que c'est plutôt tu as la à possibilité de Fabien qu'il répondre. faudrait poser la question. Il m'a renvoyé beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez en particulier, mais on ne va pas commencer à mettre de l'extinction automatique à gaz dans l'habitation, par exemple. Donc de l'eau, pour qu'il n'y ait plus d'incendie, faut couper L'apport d'oxygène. faut couper l'oxygène. Donc comment vous voulez couper l'oxygène dans un bâtiment classique? Enfin, C'est bien la question que je pose. Je ne sais pas s'il y a des mousses qui permettraient de se mettre sur les murs, qui empêcheraient l'oxygène de rentrer dans la paroi. Non, mais alors déjà, nous, il va falloir, sur ce type de feu, on va devoir mettre des produits mouillants. D'accord. Le problème de la mousse, c'est oui, ça va faire un tapis. Alors, ce sera plutôt au sol, si vous voulez. On va faire un tapis de mousse. On l'utilise pour les feux d'hydrocarbures ou parfois sur les feux d'entrepôt. C'est pratique quand il y a beaucoup de choses au sol. On met un grand tapis de mousse et puis voilà, mais sur des parois verticales, ça me paraît très compliqué. Dans ce cas-là, il faut revenir à des choses plus simples, telles que les extinctions automatiques à eau qu'on connaît actuellement. Prenez un brouillard d'eau classique, ça met très très peu d'eau, ça utilise très très peu d'eau. Et déjà, ça va permettre de au moins contenir l'incendie et sans forcément toucher la structure. Là, je rappelle quand même que des éléments paille, dans la plupart des exemples qu'on a eus, ils sont protégés, ils ont un revêtement, donc ils ne vont pas être noyés s'il y a un petit brouillard d'eau à l'intérieur du bâtiment. À mon avis, vous aurez plus de soucis avec les différentes infiltrations, etc., ce que vous connaissez dans le milieu du bâtiment, que si une fois vous mettez un peu de brumisation à l'intérieur du local, me semble-t-il. Merci. Donc l'eau, hein, c'est ça, on en conclut que... En tout cas, nous, on est à l'eau. Merci. Dernière question, et c'est vraiment la dernière. Est-ce que la masse volumique des bottes a un impact sur le feu couvent? Même réponse que tout à l'heure. Pour l'instant, on ne sait pas. D'accord. Donc il faut encore faire des tests et aller voir Voilà. Fabienne et Annabelle. C'est bien ça. C'est bien ça. En tout cas, merci beaucoup Annabelle.